pour la première fois depuis très longtemps, on pourra avoir un champion allemand qui ne sera pas le Bayern. Et je sais pas, c'est bizarre de voir ça parce qu'on a tellement l'habitude de voir le Bayern au top. Toujours 100% digital, toujours 100% radical, vous êtes évidemment dans le noyau dur et c'est une spéciale Bayern Munich que nous vous offrons aujourd'hui. Ça va être absolument fantastique. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ce qui se passe. Mais que se passe-t-il du côté des Bavarois? Ça va être dingue et évidemment on a des chroniqueurs délicieux aujourd'hui, mais délicieux, incroyable, des véritables spécialistes du Bayern. À mes côtés, d'abord, on va le présenter puisqu'il est à ma gauche, donc on va le faire. C'est un talent noyau dur, on voulait vous le présenter, en dehors du fait que c'est un ami à moi, il est très fort sur le Bayern et je voulais absolument vous le présenter. Gauthier Moës, comment ça va mon Gauthier ? Ça va très bien et toi ? Écoute, grand plaisir de t'accueillir dans le noyau dur. Et puis je pense que à côté, tu vas avoir des gaillards avec lesquels tu vas pouvoir peut-être te bastonner sur deux, trois sujets. J'aimerais. Ça va être sympa. Évidemment, à ses côtés, il y a Aaron Chikaya. J'ai bien prononcé ? Ça. Oui, c'est ça. Mon cher Aaron, je suis très content de t'accueillir. Il faut savoir que tu vis à Manchester et c'est vraiment une opportunité qu'on saisit de pouvoir t'accueillir dans le noyau dur. Donc, bienvenue. Véritablement, ça me fait super plaisir que tu sois là. Tu es chroniqueur pour plusieurs médias, en Belgique, en Angleterre notamment. D'où vient en quelques mots, mais cette espèce de fanatitude pour le Bayern? Ça a commencé en Allemagne, vu que je suis né là-bas. J'ai grandi à Cologne, plus précisément. Mais bon, en tant que gamin, quand tu habites en Allemagne, à l'époque, je parle des années fin 90, début 2000, il y avait 2-3 clubs que tu pouvais supporter. C'était le Bayern, le Dortmund et Schalke à l'époque. Moi et mon choix, il était très vite fait parce que j'aimais beaucoup des joueurs comme Giovanni Elber, comme Ballack, donc mon choix était vite fait. Et voilà, au fil des années, je suivais le Bayern en grandissant et jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, l'amour du Bayern est toujours là. Et à ses côtés, il y a un duc, on peut dire, monsieur Bayern Munich French. C'est un vrai plaisir d'être, tout simplement de t'accueillir, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir répondu oui à l'invitation. C'est un vrai bonheur. Et puis là, tu vas venir nous apporter aussi ton sens de l'exactitude, parce que l'actualité du Bayern, tu la suis quasiment à la seconde, à la minute près. Ouais, effectivement, même dans le train, j'étais encore en train de publier dans le train pour venir les informations. Donc, la conférence de presse de Tuchel et tout ça avant le match de Ligue des Champions. Donc, j'espère pouvoir amener des éléments d'information pertinents. Alors, bien sûr, petite information. On vous, bien sûr, recommande, comme d'habitude, vous liker et vous abonner, au noyau dur. Mais cette émission est tournée avant les fameuses demi-finales retour de la Ligue des Champions. C'est important parce que quand ça va sortir, on aura déjà le résultat. Mais nous, là, au moment où on se parle, on n'a pas le résultat. On ne le sait pas. Donc, on va essayer de discuter effectivement en globalité, en généralité du Bayern. Mais forcément, on n'aura pas le résultat. Donc, on ne pourra pas débriefer. Peut-être pour une autre émission, peut-être pour une autre fois. Allez, on est parti. Maintenant, le premier thème, évidemment, Bayern Munich, une année blanche. Eh oui, c'est le gros débat, forcément. 10 points de retard, messieurs. 10 points de retard sur le Bayer Leverkusen. On va quand même donner quelques chiffres. Le Bayer Leverkusen, en dehors de ces 10 points d'avance sur le Bayern, une victoire de plus. Sont toujours invaincus en Bundesliga évidemment, 99 buts marqués et en 34 matchs. Et quand on regarde aussi, il n'y a pas que les attaquants qui fonctionnent bien, il y a aussi les défenseurs, notamment un joueur comme Grimaldo qui est déjà 11 buts et 11 passes décisives, latéral gauche, pareil pour Jeremy Frimpong, 10 buts, 10 passes décisives. C'est incroyable, le Bayern quelque part s'est fait, avoir à son propre jeu. C'était pas le Bayern le gros cette année en Bundesliga, Aaron. Ouais, il faut dire que c'est très impressionnant de voir Leverkusen, de les voir faire ce qu'ils sont en train de faire en Bundesliga. Je vais pas dire que c'est du jamais vu, mais je me rappelle pas la dernière fois que le Bayern a eu 10 points de retard. Et même si le Bayern avait des points de retard, on se disait toujours ils vont les rattraper à un moment donné. On se calme, il n'y a pas de panique en tant que fan. Mais là, je me dis vraiment, ça pourrait être la grosse surprise. Et pour la première fois depuis très longtemps, on pourra avoir un champion allemand qui ne sera pas le Bayern. Et je sais pas, c'est bizarre de voir ça parce qu'on a tellement l'habitude de voir le Bayern au top que là, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment réagir. Et ouais, c'est très bizarre. C'est de la tristesse, de la colère. Qu'est-ce qui prédomine quand on est supporter du Bayern Munich et qu'on voit son club qu'on aime tant et qu'on a tant vu gagner dans ces situations, Gauthier? Et je crois que le problème, c'est pas tant la deuxième place derrière Leverkusen qui fait une saison extraordinaire, c'est
c'est toute une dynamique depuis le licenciement de Nagelsmann, une équipe qui joue moins bien, des joueurs qui ont l'air d'être moins impliqués. Je crois que c'est tout ça qui nous pèse. Enfin, je parle pour moi, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, qui nous pèse. Moi, il y a des matchs que j'ai regardés, j'avais envie de couper à la mi-temps, tellement c'était pas bon. C'était bon par séquence, il y avait des passages où vraiment ça jouait, mais sur 90 minutes, il manquait vraiment quelque chose. Mais quand on parle justement des manques, c'est quoi Sylvain, est-ce que c'est le dynamisme? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est peut-être même l'enthousiasme des joueurs? Est-ce qu'on ne retrouve plus la fibre et le côté fier d'être bavarois? Je pense qu'il y a un peu un mix de différentes choses. Il y a effectivement parfois un problème de mentalité qui a l'air de manquer. C'est cette rage de renverser un match, de renverser une situation. On l'a vu contre la Lazio, on l'a vu contre les Leverkusen où on ne reconnaissait pas ce qui a fait le succès du Bayern. Et ouais, je pense que aussi tactiquement, il y a parfois des problèmes. Comme disait Gauthier, on n'a pas un match. On n'a pas vraiment de match référence. On voit sur une mi-temps des choses qui sont intéressantes, et puis la mi-temps d'après ou la mi-temps d'avant, ça va pas du tout. Donc on a du mal à avoir de la continuité aussi. On a du mal à avoir un plan de jeu, un projet de jeu. Je pense qu'il y a un manque de stabilité aussi, Ouais, notamment dans la défense qui bouge quasiment chaque semaine. Ça aussi. Et on n'a pas remplacé certains cadres derrière. On a essayé De Ligt, on a essayé Upamecano. Même Kim cette année, il y a du bon, il y a du moins bon, et on n'a plus vraiment de patron derrière. Après, il y a eu aussi beaucoup de blessures qui ont posé problème en début de saison. Là maintenant, on a des suspensions de Ligt, d'Upamecano qui font Est-ce que le noyau est pas un petit peu court aussi? Ça, c'est un problème de base depuis le début de la saison. Mais Tourelle l'avait déjà dit. Ouais, c'est ça. Ça a été martelé toute la première partie de saison que le noyau était trop réduit. Mais est-ce que c'est pas un peu la faute du club aussi, parce que Hernandez qui part au PSG, il n'y a pas de remplacement. Ouais, Pavard, tu pouvais prévoir qu'il allait partir, et puis tu laisses partir Stanisic en prêt. Alors qu'il marque contre Leverkusen, il couvre plusieurs postes. À Leverkusen, on voit qu'il peut même jouer piston droit, un poste que tu l'imaginais pas forcément. Il peut jouer en défense centrale, il peut jouer en arrière droit. Donc effectivement, il y a un peu une incompréhension de la gestion même des dirigeants l'été dernier. Tu te dis, mais où est-ce qu'on va? Il y a eu le Kan Salihamidzic, il y a quelque chose qui a coincé. D'ailleurs, ils l'ont payé assez vite. Même par la suite, puisqu'ils n'étaient plus là au moment du mercato. Oui, mais c'est des décisions qui se payent encore avec le recul. C'est sur 2-3 ans qu'on construit une grosse équipe. Et ouais, clairement, c'est des décisions qui ont coûté cher. Le dernier jour du mercato, ils ont essayé de faire des transferts un peu dernière minute. Qui n'ont pas marché. On se rendant compte que l'effectif était trop réduit. Et puis, en fait, ils sont arrivés trop courts sur le dossier Palinhas, sur le dossier Balakocha, à un moment, qui était évoqué. Oui. Et bon, là, on voit aussi qu'il manque en fait ces deux joueurs. Ils ont manqué sur toute la première partie de saison. Et donc là, effectivement, on a un effectif qui était beaucoup trop réduit, quoi. J'ai bien aimé son point. J'ai bien aimé ton point le point que tu as fait sur cette rage de renverser un match, et c'est ça qui me manque aussi. Le match référence que j'ai en tête directement, qui me vient à l'esprit, c'est le match contre la Juve en 2015, le Bayern qui perd 2-0 et qui complètement renverse le match. Ça me manque un peu aussi, cette rage-là de vouloir d'y aller jusqu'au bout, d'y croire. Ça, contre les Leverkusen, on avait l'impression, quand les Leverkusen ouvre le score, déjà, je me dis, le match il est plié. Mais qui doit insuffler cette rage? C'est ça que je veux demander, Aaron. Qui doit insuffler cette rage au Bayern? C'est qui le moteur de cette espèce de faculté à remonter? Effectivement, c'est la grande faculté, l'ADN du Bayern. C'est aussi cette suprématie dans le jeu et cette manière de rouler sur tout le monde. Là, effectivement, on les sent gentils, alors que d'habitude, le Bayern, on les appelait les méchants. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, oui. Il est où le problème? C'est qui doit venir piquer pour que ça redevienne le cas? Moi, je crois que le moteur du Bayern depuis 10-12 ans, c'est Müller. C'est lui qui amène l'Ajax, c'est lui qui amène le pressing. Et bizarrement, les périodes de crise du Bayern des 10-12 dernières années, c'est souvent quand Müller était plus vraiment titulaire, avec des entraîneurs qui lui faisaient moins confiance. Et là, Müller, il a quoi? Il a 34 ans, quelque chose comme ça. On voit qu'il commence peut-être à fatiguer un peu. Il y a Musiala qui prend de plus en plus de place. Donc, je crois que toutes ces choses-là, ça influe aussi sur la mentalité du Bayern. Et il y a Neuer aussi qui a été blessé pendant longtemps. C'était aussi un manque. Il est revenu. Il y a eu toute l'histoire avec Sommer là, qui a été écarté. C'était quand même des choses un peu qui ont fragilisé un petit peu sa position aussi, je pense. Et je crois que... Son accident de ski aussi, où il n'était pas vraiment... Enfin, c'était pas stipulé explicitement dans son contrat qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et en même temps, il aurait, avec son expérience, avec son âge, etc., son importance dans le vestiaire, il aurait dû se rendre compte que c'était pas la chose à faire. Oui, bien sûr. Et qu'il y avait des risques. Et que, en plus, si je me rappelle bien, ça avait été signalé que les conditions météo étaient extrêmement mauvaises et qu'il y avait des gros risques d'accidents, etc. Et malgré tout, il est quand même allé le faire. Et puis, il a sorti une grosse interview dans les médias où il démontait un peu le club et tout ça. Ah oui. Suite au licenciement notamment de Tapalovic, qui était son grand ami, qui était son témoin de mariage, etc. Et il a pas digéré cette décision du club.
Et où, du coup, il a un peu fragilisé aussi cette unité qu'il y avait au sein du club. Donc il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. Et alors on a des joueurs qui auraient dû devenir des vrais meneurs sur le terrain. Je pense à un Goretzka, dont les prestations pour moi en tout cas sont plus au niveau qu'on peut attendre de lui depuis déjà quelques saisons. Et c'est un gars à qui on donnait beaucoup d'importance dans le vestiaire, beaucoup de poids. Et en fait, on se rend compte que dans les moments importants, il répond pas présent. Et Kimmich est dans le dur aussi cette année. Kimmich cette année, notamment avec la relation compliquée avec Tuchel, on se rend compte que ses prestations, elles sont un peu en dents de scie aussi. Et le parallèle avec l'équipe nationale est c'est évident. C'est des gars qui n'ont pas réussi à prendre la relève, ce leadership dont il y avait besoin. Il y a vraiment cette espèce de corrélation entre le niveau de la Mannschaft et le niveau du Bayern. Oui, toujours. Quand l'ossature de l'équipe nationale est composée de 5-6 joueurs du Bayern, c'est inévitable. Moi, je repense à un match de la sélection, c'était en Ligue des Nations contre l'Espagne, je crois. L'Allemagne 3-0-6, ils sont menés 0-3 à la mi-temps. Je me dis, il va y avoir une révolte. Ils vont revenir des vestiaires, ils seront peut-être battus, mais ce sera 3-2. Non, en deuxième mi-temps, le naufrage, personne pour se battre, personne pour monter. Et Müller n'était pas en sélection à ce moment-là. Mais c'est le problème de la fameuse génération 95-96 qui est beaucoup décriée dans les grands médias allemands, mais c'est toute une bande de copains. Il y en a qui sont plus au Bayern, notamment Zul, mais donc c'est les Gnabry, Goretzka, Kimmich, Sané, etc. On va y venir parce qu'effectivement, il y a peut-être parfois aussi une espèce de guerre des clans qui peut parfois, régner du côté du Bayern, et c'est souvent, parfois, malheureusement, au détriment des résultats des Bavarois, et ça l'a été en tout cas depuis de nombreuses années. Je voulais juste avoir un petit mot sur votre avis sur la campagne. Tu parlais tout à l'heure, Sylvain, de la campagne de transfert. On a parlé notamment du transfert d'Eric Dyer. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont il s'implémente dans l'effectif? Est-ce qu'il apporte un plus? Est-ce que c'est vraiment le défenseur niveau Bayern pour toi? Je pense pas que c'est un gars qui soit amené à être titulaire forcément tous les matchs, mais c'est un bon renfort, déjà parce qu'on n'avait que 3 défenseurs centraux. Ça, il faut le rappeler. On en a eu plusieurs qui ont été blessés régulièrement, on a eu des suspensions récemment, on était bien content d'avoir d'ailleurs. Il y a eu la CAN, la Coupe d'Asie. On a perdu Mazraoui, on a perdu Kim. Exactement. Et donc je pense qu'avoir un renfort c'était nécessaire. D'ailleurs est un gars qui est expérimenté, qui peut jouer à plusieurs postes, même si pour le moment on l'a surtout vu au poste de défenseur central. Il a une certaine qualité à la relance. Maintenant on a vu qu'il avait des limites dans certains matchs. Je pense au match contre les Leverkusen où c'était un peu compliqué. C'est pas l'avenir de toute façon. C'est pas l'avenir. D'ailleurs il est signé, c'est ça. Oui, il va signer pour un an, c'est déjà fait. Ça a été annoncé. Maintenant on a vu ses limites, mais on voit aussi ce qu'il peut apporter. Il a la capacité à casser des lignes avec ses passes. Donc pour moi, c'est un bon renfort. C'est pas un gars qui sera amené à être l'avenir du club ni à être titulaire. Aaron, il manque aussi peut-être, contrairement aux années où le Bayern brillait, une forme d'anticipation sur le marché des transferts. Le fait d'aller un petit peu penser, peut-être pas à l'année prochaine, mais aux 2-3 années à venir. Ça, c'est là où le Bayern était très fort il y a de cela quelques années. Là, ici, ça fait 18 mois que c'est plus vraiment le cas, quoi. Oui, et c'est ça qui m'a un peu étonné pendant le mercato hivernal et en été aussi. Après oui, je suis d'accord avec Sylvain que voilà, d'ailleurs c'est un bon renfort, mais c'est pas pour le futur. Après il y a quelques noms qui ont été cités dans les médias à un moment donné où je me disais mais est-ce que le département de scouting, de recrutement au Bayern, est-ce qu'ils réfléchissent vraiment? Parce que j'entendais des noms comme Chalobah de Chelsea, j'entendais Trippier de Newcastle. Je me disais, mais est-ce qu'il est sûr de ce qu'il fait, Tuchel? Est-ce qu'ils sont sûrs, les dirigeants du Bayern? Et c'était vraiment bizarre d'entendre ce genre de nom. Après, bon, sans manquer de respect, mais le Bayern, il y a un certain calibre de joueurs que le Bayern part chercher quand même. Ouais. Quand c'est des joueurs jeunes qui peuvent rester 5-6 ans, ou que ça soit des joueurs de classe mondiale comme Harry Kane et tout, c'était vraiment bizarre et j'étais un peu déçu. Notamment le transfert de Palhinha en dernière minute qui n'a pas lieu. C'était bizarre de voir ça, c'était triste en même temps. Donc il me manque un peu ce truc dans le département de recrutement au Bayern. Mais ça va être réglé normalement avec l'arrivée de Max Eberl pourrait aider ça. Je pense qu'il y a cette idée là derrière. Espérons, oui. Mais ça reste quand même un des meilleurs directeurs sportifs d'Allemagne. Il est passé par le Borussia Mönchengladbach, il a fait de grandes choses. Il est passé par Leipzig, il a fait quand même une belle campagne. C'est lui notamment qui a ramené Loïs Openda du côté de Leipzig. C'est quand même un poids lourd et il a un très grand réseau. Mais là où il était fort, c'était le sens de l'anticipation et le fait de faire des coups. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Bayern, on n'est pas plus préoccupé par le fait de faire revenir des stars? Là, évidemment, il faudra se poser la question d'Harry Kane que de faire des coups. Qu'est-ce qu'on veut au Bayern vraiment, tu vois, comme joueur? Qu'est-ce qu'on veut au Bayern en ce moment? Qu'est-ce que les supporters du Bayern attendent dans le profil de joueurs qui doivent représenter le maillot, Gauthier? Moi, je pense que c'est pas tant un profil de joueur, parce que
j'en parlais. Enfin, je pense vraiment que l'effectif actuel n'est pas mauvais dans l'absolu. Je pense que c'est surtout une dynamique, une flexibilité dans la tactique de l'équipe. Je crois qu'on a voulu tenter trop de choses en même temps. Nagelsmann est arrivé avec beaucoup de nouvelles idées et beaucoup de nouveaux joueurs. On l'éjecte, on fait venir Tuchel qui arrive avec de nouvelles idées, qui fait confiance à de nouveaux joueurs. Et il y a vraiment une espèce de un problème fondamental dans l'équipe actuellement qui est qu'on n'a pas remplacé. Enfin, si, on a en quelque sorte remplacé Lewandowski avec Harry Kane, mais il y a vraiment un changement de génération qui est en train de se mettre en place avec Müller, avec Neuer, et c'est ça qu'il faut préparer maintenant parce que des joueurs cadres, il va nous en falloir si on veut continuer à concurrencer les plus grandes équipes d'Europe dans les années qui viennent. Eh bien justement, tu fais bien de faire la transition, c'est magnifique. On va parler tout de suite, bien sûr, de Thomas Tuchel et surtout de l'après-Tuchel. Et oui, messieurs, vous le savez, il quittera le légendaire club du Bayern en fin de saison, évidemment, Thomas Tuchel. Bon, je vais poser la question comme ça, mais je suppose que tout le monde est clair ici autour de moi. C'était un bon choix, Aaron, le fait de se passer de Thomas Tuchel en fin de saison. C'est un raté, en fait, au final. C'était un échec, le fait de l'avoir fait venir. Oui, je pense que pour Tuchel lui-même et pour le club, c'est mieux de se séparer, que chacun aille de son côté. C'est dommage parce que j'aurais quand même aimé voir Tuchel avoir du succès au Bayern. Je pense que même si son passage au Bayern n'a pas réussi, c'est pas un mauvais coach. C'est un coach qui a quand même démontré des belles choses, notamment la Ligue des Champions avec Chelsea. Il a fait des bonnes choses avec le PSG. Je crois le premier entraîneur qui est arrivé en finale de Ligue des Champions avec ce club. Donc c'est dommage de voir Tuchel partir de cette façon, mais j'avais l'impression que dès le début, en fait, ça n'allait pas. Je pensais que c'était trop tôt, après qu'il ait quitté Chelsea, de reprendre cette équipe au milieu de la saison. Je pense que peut-être fallait peut-être aller chercher quelqu'un d'autre, mais de reprendre le Bayern à ce moment-là, et puis d'aller directement en Ligue des Champions, et puis quitte de sortir... peut-être venir en été, pour ensuite reprendre directement au début de la saison avec une préparation, etc. Oui, ça aurait été mieux, à mon avis. Et je suis un peu... C'est décevant, mais je pense que c'est la meilleure décision. Mais est-ce qu'on lui a vraiment... Alors c'est vraiment pour moi un point de débat hyper intéressant sur Tuchel. Est-ce qu'on a donné à Thomas Tuchel les mains libres quand on sait parfois le côté... Et là forcément, on doit mettre les pieds dans le plat. Le côté clanique, je dirais, du vestiaire du Bayern. Tu parlais tout à l'heure, Sylvain, de Goretzka. On peut parler de Joshua Kimmich. Évidemment, Thomas Müller. Est-ce qu'on lui a vraiment donné les mains libres? Est-ce qu'il a pu exprimer son football en tant que coach comme, quelque part, on aurait pu attendre de lui ou ce qu'il a pu faire, par exemple, au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on a retrouvé cette liberté-là? Est-ce qu'il a eu, justement, cette liberté d'action, Sylvain? Moi, je pense pas. Il voulait absolument un numéro 6 pour mettre Kimmich en numéro 8. Le problème, c'est que Kimmich lui-même se voit comme numéro 6 et c'est peut-être la seule personne qui le voit encore comme numéro 6, c'est lui-même. C'est un peu le problème un des problèmes qu'il y a, disons, actuellement. Et Tuchel ne voyait pas vraiment l'intérêt de garder Goretzka. Il aurait bien voulu s'en séparer. Je pense que Gnabry, il voulait pas absolument le garder non plus. Enfin, il y avait des joueurs dont il aurait pu se passer et avoir à la place des renforts qui lui paraissaient plus pertinents pour le jeu qu'il voulait mettre en place. Et donc je pense que ça l'a limité aussi dans ce qu'il a pu essayer de mettre en place justement au Bayern. Maintenant, il a cette heure aussi parce qu'il y a une fracture qui s'est faite avec des cadres du vestiaire et je pense notamment à Kimmich. Je pense à De Ligt qui a quand même pris de l'importance. Mais elle est uniquement basée sur le facteur sportif, cette fracture, ou alors il s'est passé quelque chose d'extra sportif? Bien sûr, il y a eu la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'incident entre Sané et Sadio Mané. Je pense que essayer de régler ça en tant qu'entraîneur quand tu viens juste d'arriver, c'est un peu difficile. Quand tu as 2 matchs de Ligue des Champions contre Manchester City en même temps, c'est un peu difficile. Donc de ce côté-là, je comprends un peu le point de vue je me mets à la place de Tuchel, je me dis c'est un peu... Imagine-toi, tu joues un match contre Manchester City, tu te fais taper. En même temps, il y a la bagarre entre Sané et Mané. Et puis, tu dois préparer cette même équipe pour le match contre Manchester City la semaine d'après ou 2 semaines après. Tu te fais encore taper à la maison. Je comprends un peu. Ça a été très difficile de gérer ces problèmes extra-sportifs et en même temps essayer de créer une philosophie de jeu avec des joueurs, comme tu l'as dit, qui
n'aime pas forcément, ou il y a des joueurs dont il veut s'en débarrasser. Donc c'était un peu compliqué pour lui. Ouais, un contexte relativement compliqué, peut-être même impossible pour travailler quand on a l'habitude, par exemple, d'être dans des environnements très, très hiérarchiques, très structurés. Là, il s'est retrouvé au milieu d'une bataille politique, en fait. Après, c'est pas la première fois non plus que Tourelle perd un peu son vestiaire. À Paris, ça a été compliqué. À Dortmund aussi. À Dortmund, suite à l'incident de l'attaque du bus avant le match contre Monaco. Oui, tout à fait. Là, lui, il souhaite que le match soit joué. Les joueurs veulent pas parce qu'ils sont traumatisés. Et là, ça crée une fracture et c'est fini. Il est incapable de récupérer le vestiaire. Je sais que Mats Hummels, quand on lui demande ce qu'il pense de Tuchel, il pète un câble. Enfin voilà, c'est assez. Et je pense que Tourelle est un gars très intelligent, un bon entraîneur, un bon tacticien. Mais il y a parfois peut-être des limites en termes de leadership avec ses joueurs. Ouais, et surtout sur le long terme. Je pense qu'il a évolué parce qu'au début, il était vraiment décrit comme un control freak où il voulait contrôler même ce que ses joueurs mangeaient, peser, etc. Enfin, c'était assez dur à Dortmund. C'était compliqué. Entre-temps, il a évolué. Il s'est rendu compte face à des vestiaires peut-être plus imposants à Paris, à Chelsea, qu'il devait quand même un petit peu lâcher du lest par rapport à ça. Mais ça reste quelqu'un qui est assez obsédé par ses principes de jeu, par ses idées, et qui a du mal à concilier avec des personnes qui penseraient pas de la même manière. Et puis il y a c'est relativement récent, je pense que ça a échappé à personne, la fameuse phrase, la déclaration en conférence de presse sur Serge Gnabry, la manière dont il parle de Serge Gnabry en conférence de presse, en disant il est encore là, lui. C'est un manque de respect total, Aaron, pour le joueur, parce que c'est quand même, on parle d'une star en Allemagne, quoi. Oui, on parle de quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans le vestiaire allemand, du côté du Bayern. C'est quelqu'un qui a joué une grosse saison quand le Bayern fait le triplé. C'est un manque de respect total, hein. Enfin, à mon avis, et même avec l'histoire avec Kimmich, je me mets à la place de Kimmich quand tu as ton entraîneur qui, chaque semaine, dans les médias, dit « je veux un numéro 6 », et que tu es un numéro 6 et tu te dis « mais en fait, moi, je vois quoi dans cette histoire ? Tu me veux pas ? C'est une question de perception, parce que lui ne se sent pas numéro 6, mais quelque part, lui, il veut jouer numéro 6, mais la représentation du monde sur Kimmich n'est pas numéro 6, c'est numéro 8. Donc c'est compliqué. Et même l'idée. Voire latéral droit. Hein. Oui, voire latéral droit. Il rejoue latéral droit. Et en sélection, c'est le projet de Nagelsmann. Parce que je pense qu'il va jouer à cette position-là avec le retour de Kroos. Donc je pense que. Mais contre Fribourg, on a vu que c'était très compliqué. Il y a plusieurs pertes de balles. Il y a des moments face à Griffo, il se fait bouffer. Donc je suis un petit peu sceptique. Mais de toute façon, il n'est pas dans ses baskets cette saison. Hein. Non, c'est clair. Il n'est pas bon. Je condamne pas Kimmich, c'est un super joueur, il a apporté beaucoup, mais cette année, c'est pas son année. Ça, c'est clair. Non, c'est vrai. C'est compliqué. Il y a aussi un facteur leadership qui est important, notamment quand on parle du Bayern, on parle souvent de la défense. Dayot Upamecano, parfois, il est un peu fragile en termes de leadership et dans sa capacité à s'élever, parce qu'il est attendu véritablement comme le numéro 1 derrière, et c'est comme ça effectivement que les dirigeants du Bayern l'ont acheté pour ça, pour être le véritable patron. Parfois, on a l'impression qu'il n'a pas l'âme du patron. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gauthier. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, il me fait parfois mal au cœur, Upamecano, parce qu'il prend un déluge de haine quand il fait des bêtises, contre City l'année dernière, contre la Lazio au match aller. Alors que, dans l'ensemble, quand on le regarde sur toute une saison, c'est pas un mauvais défenseur du tout. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un leader ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il aurait besoin d'un autre gars à côté de lui pour porter vraiment l'équipe ? Peut-être bien. Ouais. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il soit un peu grillé auprès de beaucoup de gens au Bayern avec ses dernières prestations. Ouais, je suis d'accord. Mais je ne le condamnerai pas du tout pour la suite de sa carrière, loin de là. Ah, tu penses qu'il est grillé carrément ? Moi, je pense pas. Honnêtement. Non, tu penses pas ? On a vu qu'il pouvait être vraiment répondre présent, même au très haut niveau. Je pense à sa Coupe du Monde 2022 avec la France. Il est excellent. Il est dans les meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde avec Gvardiol, peut-être. Et il a montré dans des grands matchs qu'il pouvait répondre présent. Le problème, c'est que dans un match, quand ça va pas, il faut le sortir. Quand il commence à être fébrile, à montrer des signes de... Est-ce que c'est un leader ? C'est quelqu'un qu'il faut sortir quand c'est difficile, c'est pas un leader. Justement, tu c'est pas un leader. Oui, c'est ça. C'est un gars qui peut être très solide, qui est très précieux, notamment à la construction, qui est assez complet en fait, qui est peut-être le défenseur le plus complet au Bayern pour moi. Mais effectivement, mentalement, quand il est dans un jour sans, là, il faut le sortir. Après, Boateng a mis du temps aussi à monter en puissance au Bayern. Il a eu besoin de Dante à côté de lui pour avoir un peu plus d'expérience. Et puis quand il a été prêt, c'est vraiment devenu un patron absolu. Je crois que c'est son année 2016 où il est infranchissable. Il est même élu joueur de l'année en Allemagne.
Peut-être qu'Upamecano, il a besoin de ça aussi, de quelqu'un de plus expérimenté à côté pour l'encadrer. Ouais, mais j'aime bien le parallèle avec Boateng. C'est un parallèle que je fais assez souvent parce que c'est deux joueurs que j'aime beaucoup, enfin que j'ai beaucoup aimé dans le cas de Boateng. Effectivement, je pense que le parallèle est intéressant. Et maintenant, il faut voir qui serait ce patron qu'on peut mettre à côté de lui. Est-ce que Kim peut remplir ce rôle? Je suis pas sûr. Il est encore dans sa saison d'adaptation, donc à voir. Mais... Il y a peut-être aussi je vais lui donner la parole tout de suite, Aaron, de concurrence pour Dayot Upamecano. Cette capacité à avoir peut-être quelqu'un on sait que c'est très compliqué dans le marché du football de trouver un central gaucher, d'avoir justement quelqu'un qui va peut-être pouvoir essayer, non pas de le pousser dehors, mais de élever son niveau. Parce que là, il est un peu dans une zone de confort, on est d'accord. On l'attend comme un titulaire, il est titulaire, et même quand qu'il n'est pas bon dans un match, il commence. Donc, il y a peut-être ça aussi qui manque du côté du Bayern. Aller chercher un central gaucher qui va pouvoir compete avec lui. Oui, Upamecano, il joue plutôt... il peut jouer aux deux postes, mais il me semble qu'il est plutôt droitier. Oui. Mais il y a De Ligt qui est là, qui, cette saison a eu des difficultés avec les blessures, puis Tuchel qui l'a pas forcément fait jouer quand il était disponible. Donc, théoriquement, cette concurrence devrait être là. Maintenant, il faudrait avoir un entraîneur qui puisse gérer ça de manière plus sereine, plus mettre en confiance les joueurs. On retombe sur le problème Tuchel alors, c'est ça. Le problème de la confiance, en fait. La mise en confiance des joueurs, je pense que c'est quelque chose que Tuchel n'a pas réussi à faire. Et je pense que c'est un élément clé de redonner confiance à ce groupe pour arriver à tirer le meilleur de chaque individu et du groupe. D'ailleurs, ce qui me fait un peu peur, c'est que... la plupart du temps, quand on licencie un entraîneur, on licencie directement, on n'attend pas la fin de la saison. Je pense que le fait de ne pas avoir de solution, ça embête un peu les dirigeants du Bayern. Mais j'ai peur que Tuchel, dans la dynamique dans laquelle il est, la conférence de presse avec Gnabry, qui pourrisse encore un peu plus le vestiaire et que son successeur se retrouve devant un champ de ruines l'été prochain. Moi, tu le vois vraiment être dans cette idée-là de par ego, de tout envoyer bouler. Quand je vois sa sortie sur Gnabry, ça n'a aucun sens, ça n'a rien à faire là. C'est vraiment complètement gratuit, quoi. Qu'ils le disent en privé, ok, mais en public comme ça, c'est intolérable, je trouve. C'est presque une faute grave, en fait. Oui, c'est effectivement. En tout cas, on n'a pas eu le son de cloche de la part de Serge Gnabry, mais on peut penser que quand on est joueur professionnel, on n'aime pas entendre son entraîneur le négliger comme ça, quoi. Non, pas du tout. Après, on sait que Gnabry, c'est pas quelqu'un qui s'exprime trop dans les médias, sur ses réseaux. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir peur d'avoir une sortie de Gnabry comme Sancho l'a fait à Man U. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que d'entendre ça de ton entraîneur, ça doit pas être chouette du tout. Surtout quand ça fait des mois que t'es blessé, que tu essayes de revenir, ça doit être dur mentalement déjà. Le fait d'être blessé, ça doit être très très dur mentalement. Tu sais pas si tu auras ta place, tu vas devoir te battre, etc. Ça va être les périodes clés de la saison. C'est le moment clé de la saison. C'est ça, mars-avril, c'est là où les titres se jouent. Clairement. Avoir quelques minutes contre la Lazio peut-être. Tuchel a dit qu'il était potentiellement une option pour entrer en jeu, etc. Mais ça doit être dur mentalement d'en plus avoir ça qui se rajoute. Honnêtement, soutien à lui parce que ça doit pas être évident. Alors, on va évoquer Harry Kane dans quelques instants, mais juste un petit mot parce que pour moi, il est aussi la base de la réussite. Souvent, quand le Bayern réussit, il y a Kingsley Coman qui va avec. Grosse période de blessure, il enchaîne, il n'arrive pas à sortir, d'y voir le bout. Cette fragilité physique. Kingsley Coman, c'est quoi le problème en fait? Est-ce que c'est vraiment un problème de sa part physiquement ou c'est le staff médical qui n'arrive pas à trouver des solutions? Les ailiers du Bayern qui sont blessés, Robin Ribéry en a connu. C'est un poème, on pourrait écrire un livre. C'est clair. Donc, est-ce que ça vient du joueur? Est-ce que ça vient du staff? Mais t'es quand même d'accord sur le fait de dire que quand le Bayern va bien, comment il est dans l'équipe, quoi? Souvent, parce qu'il a cette capacité à éliminer un adversaire, à faire la différence et à bosser beaucoup. Sous certains aspects, il me rappelle beaucoup Ribéry à ce niveau-là, ce côté toujours donner énormément d'énergie sur son flanc. C'est vrai que les succès récents, il a pu être décisif. En 2020, c'est lui qui met le fameux but de la tête en finale. Ouais. C'est vrai, il marque pas mal de buts importants en Ligue des Champions. Il en a encore marqué un l'année dernière contre Paris. On n'en parle pas beaucoup, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait partie peut-être aussi des éléments qui manquent à ce collectif, en fait, Aaron, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est juste, sa disponibilité, des fois, c'est ça qui dérange un peu. Il est très souvent blessé. Je sais que c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui aime bosser, qui aime provoquer, qui a la facilité d'éliminer un défenseur. Et voilà, c'est juste quand il est disponible, c'est ça. C'est ça le problème, le petit souci avec lui, quoi. Allez, c'est parti, on parle maintenant d'Harry Kane, évidemment. Est-il le chat noir du Bayern? Eh oui, c'est une question dure. Je t'ai vu souffler, mon cher Gauthier. Mais je trouve qu'on en fait trop avec cette histoire. Enfin, je veux dire,
Kane, c'est un super joueur, c'est un attaquant incroyable. Il valait ses 100 millions. Enfin, quand je le vois jouer, c'est un type qui marque, qui fait des passes décisives. Maintenant, je trouve qu'il porte peut-être trop de poids sur ses épaules pour un joueur qui vient d'arriver il y a à peine quelques mois, qui découvre un nouveau pays, une nouvelle culture. Qui était à l'hôtel pendant 3 mois. Qui était à l'hôtel. Ça lui réussissait bien d'ailleurs. Il devrait peut-être y retourner. Il y a une place pour les ballons quand il mettait des triplés. Mais... C'est ça, exactement. Exactement. J'aurais pas aimé être le Bayern. Hein. Plus de 2 millions d'euros l'amende. Enfin, en tout cas, le reçu qui a dû recevoir. Il était bien content à l'hôtel. Il disait super, vous pouvez venir toujours, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est dire aussi en termes d'adaptation, parce qu'on regarde les stats, Gauthier, 31 buts, toutes compétitions confondues, 8 passes décisives en 32 matchs. Solide, quand impeccable, même. Oui, impeccable. Maintenant, le problème, c'est que depuis quelques matchs, je le trouve parfois un peu moins bon, parfois à vouloir trop faire la décision tout seul. Kane, c'est un attaquant qui est presque un 9,5. Il sait marquer des buts, mais il sait revenir plus bas dans le jeu, il sait construire. Et dans le système du Bayern qui joue avec une seule pointe, je trouve que parfois, il a trop tendance à redescendre et il manque de présence dans la surface parce que Kane a souvent porté la cape du sauveur, que ce soit à Tottenham, que ce soit parfois en sélection. Et j'ai l'impression qu'il veut trop jouer cette carte-là ici au Bayern, alors qu'il est autrement entouré que dans ses clubs précédents. Et je crois que cette fameuse histoire de malédiction, de chat noir, mine de rien, ça finit par le travailler un peu et ça doit lui faire peur quand même, parce que quand on signe à 30 ans au Bayern pour enfin gagner des trophées dans un club qui en gagne chaque année et qu'on se retrouve dans la première saison probablement blanche depuis longtemps, ça doit être dur pour le moral. Ouais, c'est ça. Le Bayern d'Harry Kane a réussi à faire passer Leverkusen à Leverkusen. C'est dingue quand même, Aaron, non? C'est ouais, fou. c'est dingue. Mais bon, après, on peut dire que c'est un peu une coïncidence aussi. Hein. Quand est-ce que Leverkusen se décide de ne pas perdre pendant 33 ou 34 matchs? Bon, ça arrive presque jamais. C'est juste un record. Ils ont battu les records du Bayern. Ouais, et en plus, ils vont peut-être finir invaincus. En plus, ils sont invaincus dans toutes les compétitions. Ouais, c'est pas que en Bundesliga. C'est prodigieux. C'est incroyable. Mais après, bon, des saisons blanches, quand le Bayern fait une saison blanche, d'habitude, l'année d'après ou le mercato estival qui vient juste après, le Bayern a tendance à mettre les points sur le i, à être très agressif dans le marché des transferts et essayer d'arranger cette situation. Maintenant, avec Max Eberl qui est là aussi, je pense que je ne vais pas dire si ou si Leverkusen prend le titre, je pense que ça va réveiller le Bayern un peu. Et bon, après, cette histoire de chat noir un peu, je pense qu'on en fait trop. Je suis d'accord avec Gauthier. Mais Harry Kane, de son côté, on peut rien lui reprocher. Mais c'est ça la grande différence. Et là, je vais passer la balle à Sylvain. Lewandowski était un attaquant de surface. Ça veut dire qu'il était très fort sur les 16 derniers mètres. Il était, je dirais, l'intelligence pure en termes d'attaquant de déviation. Il jouait pour ses partenaires. Là où Harry Kane, tu l'as très bien dit, Gauthier, apprécie quand même participer au jeu collectif un peu plus. Est-ce que c'est peut-être pas quelque chose qui ne va pas dans le type de format de ce qui réussit en général au Bayern? C'est sûr que c'est un peu inhabituel d'avoir un attaquant qui décroche à ce point. Maintenant, je pense que c'est aussi dans les volontés de Tuchel d'essayer d'utiliser cette qualité de Kane à construire le jeu, à participer, parce qu'il a une qualité de passe qui est quand même pas négligeable. Moi, ce que je me dis, c'est que ce serait peut-être intéressant d'avoir un autre attaquant aligné à côté de lui, par exemple un Mathys Tel, avec une attaque à deux têtes, par exemple dans un système en 4-2-2-2 avec deux milieux offensifs derrière les attaquants, ou éventuellement pour la saison prochaine de faire revenir un Zirkzee qui cartonne à Bologne cette saison, parce qu'on sait que Choupo-Moting est en fin de contrat. Et donc 4e de Serie A, le Bologne. Ouais, 4e de Serie A, et Zirkzee, vraiment, il a été élu plusieurs fois joueur du mois en Serie A, je crois 2 mois d'affilée. Je me dis, ça peut être intéressant de ramener un gars comme ça et d'avoir une attaque à deux, avec Kane qui à ce moment-là a plus de liberté de décrocher, de dézonner, et en même temps avoir une présence dans la surface pour pas se retrouver avec des centres qui ne trouvent personne en fait. Eh ben, tu sais quoi, c'est magnifique parce que ça va nous permettre d'aller tout de suite sur l'avenir. On va parler bien sûr de ce que le Bayern va pouvoir faire lors des 6 prochains mois et pourquoi pas l'année prochaine. C'est parti bien sûr pour la 4e partie, mesdames, messieurs. L'avenir du club, évidemment, avec des nouvelles choses qui vont arriver. Pourquoi pas Joshua Zirkzee, effectivement, qui performe très très bien du côté de la Serie A. Je peux le dire parce que j'ai commenté quelques matchs de Zirkzee et je peux te dire que Thiago Motta en a fait un véritable monstre. Hein. Franchement, ce serait bien parce qu'on l'a connu du côté du Sporting d'Anderlecht où il était déjà très très bon. Mais là et au Bayern, il avait pas mal commencé. Il avait marqué beaucoup de buts au début. Hein. Ouais. Le gros chantier du nouveau directeur sportif du Bayern, Max Eberl, c'est quoi selon toi, Aaron? Je dirais le milieu de terrain.
Au milieu de terrain, non, je vais changer. Je vais dire. Attention, parce qu'on n'a pas évoqué la question de l'entraîneur, de qui va remplacer Tourelle. Hein. C'est pour ça que je dis ça peut être l'entraîneur. Il faut commencer par là. Oui. Okay. Je pense que l'entraîneur. D'abord l'entraîneur. Il faut commencer par là et puis la philosophie de jeu va se développer par rapport à l'entraîneur, etc. Après, des choix, il y en a, mais il faudra faire le bon choix. Le Bayern, qui a l'habitude de prendre un entraîneur qui soit parle déjà l'allemand ou qui a envie d'apprendre l'allemand, même si c'est pas parfait, mais on a vu à l'issue de Guardiola et Ancelotti qui parlaient pas allemand parfaitement, mais ils essayaient quand même. Donc, il faudra amener un coach qui sera en mesure de communiquer avec les joueurs en allemand, un entraîneur qui devra faire face à cette hiérarchie du Bayern qui des fois prend des décisions à la place de l'entraîneur. On l'a vu avec Tuchel maintenant, qui par exemple veut se débarrasser de quelques joueurs et les dirigeants disent non, on veut pas, on veut qu'ils restent. Donc, faut prendre en compte tous ces petits détails. Alors, dans les choix possibles, effectivement, on le sait, on peut parler notamment de Flick, Hansi Flick, qui maintenant a signé en fait avec l'un des plus grands agents du monde, très très proche de la direction du Bayern, qui est Pini Zahavi. Oui. Donc, ça peut aussi effectivement créer quelque chose. Moi, vous l'avez vu, je ne parle pas de Xabi parce que j'ai quelques infos pour vous. Effectivement, je pense que Xabi va aller plutôt à Liverpool au vu des choses qui sont en train de se construire. Beaucoup parlent de Xabi Alonso et de la volonté du Bayern, effectivement, d'avoir Xabi Alonso. Mais du côté du coach espagnol, c'est pas vraiment le même son de cloche, en fait. Je pense qu'il y a des discussions qui ont déjà été entreprises entre Liverpool et les agents de Xabi Alonso. Et du côté du Bayern, on se rend peut-être un peu compte que c'est peut-être pas le meilleur moment au niveau de la carrière de Xabi Alonso pour que lui accepte, en fait, pour lui permettre d'accepter cette proposition et d'aller devenir un entraîneur qui va, je dirais... justement, j'allais dire que Xabi Alonso et le Bayern, dans ma tête, je me dis c'est un choix tellement logique que ça va pas se faire. Ah ok. Moi, dans ce sens-là. Je me dis c'est peut-être pas le bon moment non plus. Enfin, exactement. Ouais, y a un pourquoi peu ça pas. aussi. Enfin, il est en début de carrière, Xabi Alonso. Pourquoi pas prendre Liverpool l'année prochaine ou dans 2 ans. Oui. Et peut-être dans 5, 6, 7 ans revenir au Bayern. Oui, si sa carrière suit son cours comme c'est le cas actuellement. Je suis d'accord, totalement d'accord. Oui. Effectivement, le premier chantier, je pense, c'est l'entraîneur. C'est ça qui va définir aussi le reste. Et on a vu plusieurs options évoquées. Flick, il semble aussi être relativement proche du Barça, même s'il y a d'autres entraîneurs qui sont évoqués au niveau du Barça. On a vu des Tuchel noms... notamment, je crois, non ? Tuchel notamment, mais... Attends, par contre, au Barça, chaque semaine, il y a un nouvel entraîneur. Ouais, c'est ça. Déjà, à un moment donné, eux, c'est les champions du monde. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ouvre Sport, magazine catalan, c'est Luis Enrique. Tu vois, donc à un moment donné, tu vois, ils sont pas très cohérents non plus. Mais de quoi, il y a plusieurs noms qui ont été évoqués. On a parlé d'un retour de Nagelsmann, je pense que c'est trop tôt. Ouais. Je pense que ça se fera un jour. On reverra Nagelsmann sur le banc du Bayern, mais pas maintenant, c'est trop tôt. Ouais. On a vu des noms que j'ai même pas envie de commenter, des Mourinho, des Conte. Pour moi, ça convient pas du tout au style du Bayern. Mourinho, à mon avis, ça lui dirait bien, parce qu'il est jamais... Mais les deux ont fait savoir qu'ils seraient intéressés, mais je pense que le Bayern, ça correspond pas du tout au style du Bayern, c'est pas du tout ce qu'ils veulent mettre en place. J'ai vu un nom qui était un peu nouveau, qui sortait un petit peu de nulle part, c'est l'entraîneur de Feyenoord, Arne Slot, qui est élu 2 fois entraîneur de la saison aux Pays-Bas, qui a mis des choses intéressantes en place, qui pourrait prendre des joueurs qui, moi, me déplairaient pas dans ses bagages. Ah oui, peut-être des joueurs, des très bons joueurs. Un Mats Wiefer, un Lucharel Geertruida, par exemple. Il y a des joueurs intéressants là-bas. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que Geertruida est sur, je dirais, les tablettes d'un certain Max Eberl. Hein. Ça fait depuis l'été dernier, il le voulait déjà à Leipzig, donc ça peut être intéressant. Le Bayern était déjà intéressé aussi. Voilà. Donc voilà, il y a des pistes qui commencent à émerger un petit peu. J'ai entendu parler de Deserbi aussi. Bon, voilà, c'est... ça, oublie. C'est un peu plus surprenant, mais voilà. Il ira nulle part, Deserbi. Je pense que il prend la succession de Guardiola et voilà, il va à City ou alors il reste à Brighton. Mais c'est vrai, comme tu le dis, l'identité allemande. L'identité allemande, c'est peut-être ça aussi qu'il faut retrouver. Et l'identité du club aussi qu'il va falloir retravailler. Surtout, parce que Neuer arrive en fin de carrière, il a son contrat court jusque 2025, je crois. Müller, pareil. C'est quand même les grands visages du Bayern de la décennie 2010, et il va falloir reconstruire ce nouveau leader. Pourquoi pas Musiala ? Même s'il est peut-être encore un peu jeune. Moi, je trouve qu'on lui a brûlé les ailes à la Coupe du Monde 2022. On lui a donné les clés de l'équipe nationale, le pauvre. Ouais. J'ai tellement eu pitié pour ce gamin, je me suis dit mais et il donnait tout. Mais s'il n'était pas là, il y avait rien. Oui, on est d'accord. Il y avait des phases, il driblait. C'est un joueur, 2 joueurs, 3, 4, 5. Et je me dis mais allez l'aider, le petit. Où va-t-il ? Mais
allez l'aider, il fait tout seul. Il sait faire, parfois il a fait le week-end dernier. C'est ça, mais même à l'issue du match ce week-end, je me dis, mais le gamin, il fait tout, au point où il doit dribbler 2-3 joueurs, il met un but incroyable contre Freiburg. Je n'en disconviens pas, mais... j'ai vu ton tweet, il faut l'aider, le gamin, il peut pas faire tout seul quand même, il a que 21 ans. Et l'erreur, ce serait de pas l'encadrer justement à partir de la saison prochaine et de refaire la même erreur qu'en équipe nationale. Et pour moi, le deuxième chantier, je rebondis là-dessus, le deuxième chantier, ça va être les prolongations de contrat. Et Max Eberl a été recruté notamment pour ça, parce que c'est un gars qui est spécialiste pour les négociations, pour ce qui est de construire un effectif, de construire un effectif sur la durée aussi. Parce que Moussiala, il y a le grand danger Manchester City, c'est ça? Exactement. Oui, peut-être pas dans l'immédiat, il a un contrat jusqu'en 2026, mais malgré tout, c'est un des chantiers. Il y a le cas Kimmich qui a un contrat jusqu'en 2025, Sané 2025. Davis, ça semble déjà fini. Il aurait probablement déjà partirait au Real Madrid. Mais donc voilà, il y a cette gestion-là à faire, peut-être des ventes. Je pense sûrement notamment des ventes, à Goretzka, Gnabry, pour moi, voilà, c'est des joueurs qui doivent en tout cas être remis en question. Du nouvel entraîneur de toute façon. Ça va dépendre du nouvel entraîneur. Et c'est ça qui va être déterminant en fait. C'est d'abord le nouvel entraîneur et puis les contrats. Mais vous, ce que vous voulez, c'est des coups. C'est ça que je comprends. Quand je parle de coups, c'est des joueurs qui potentiellement ont été intéressants en Bundesliga, ont été intéressants par exemple en Liga, ou comme il y a eu Zaragoza, je pense, qui a un bon profil. Est-ce que c'est des coups à la Zaragoza que vous attendez, ou est-ce que vous voulez des top stars pour remplacer justement ces joueurs-là? Top stars, je pense que c'est pas la philosophie du Bayern. Le Bayern, il achète des joueurs qui sont en pleine progression et il en fait des top joueurs, où il récupère parfois des joueurs, des très bons joueurs qui Upamecano était déjà une top star en Bundesliga quand il est arrivé. Oui, mais une top star en payé très cher. C'est pas une top star à l'échelle il arrive, il a 22 ans, donc c'est encore un gamin entre guillemets. Des top prospects quoi. Alors c'est ça. Et encore, parfois le Bayern va vraiment faire du scouting, par exemple avec Mathys Tel, qui était inconnu du grand public. Ouais. Ils vont le chercher, il a 17 ans. Et on voit maintenant que ça paye ses fruits, ça porte ses fruits. Et en fait, Christoph Freund, Christoph Freund est vraiment le directeur sportif. Max Eberl, il est vraiment au niveau du board en charge de tout l'aspect sportif. La direction sportive, la stratégie, etc. Oui, bien sûr. Et Freund va se concentrer plus sur les jeunes, sur la transition aussi des jeunes de l'académie, du campus vers l'équipe première. Qui manque quand même. Oui, qui manque. Ils ont engagé un gars pour s'occuper des joueurs qui sont en prêt. Prêtés par le Bayern pour faire le suivi avec eux, voir comment ça se passe pour eux. C'est quelque chose qui manquait cruellement. Ouais. Donc il y a aussi un travail sur les jeunes qui est en train d'être reconstruit et qui était un peu absent. Pavlovic est vraiment intéressant. Voilà, c'est vrai que cet aspect-là, ça fait très longtemps qu'on a eu des joueurs qui sont partis en prêt, qui ont fait une bonne saison et qui sont revenus et qui ont cartonné. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Kroos qui est parti à Leverkusen, qui a fait deux saisons incroyables, qui est revenu et qui est devenu le Kroos qu'on connaît aujourd'hui. Alaba aussi. Et Gnabry, ils ont plus ou moins utilisé. Ils avaient décidé de le prêter plus longtemps pour le laisser s'aguerrir un peu. Mais c'est ça que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, le Bayern nouveau, celui de 2024-2025, c'est celui qui va faire confiance aux jeunes, qui va aller regarder, par exemple, on a vu qu'ils ont prêté un petit Harijon Ibrahimovic, très très bon, 17 ans, il fait de très belles choses en Serie A, quand il monte au jeu et quand il a la chance de se montrer avec Frosinone. Voilà, est-ce que c'est ça le nouveau Bayern? Est-ce que c'est donner la confiance aux jeunes et le talent au talent et quelque part goodbye les statuts quoi. Ça va peut-être faire du bien s'il y a des cadres qui partent aussi pour renouveler aussi cette énergie-là. Pour moi, la dernière période de crise du Bayern qui ressemble un petit peu à ce qu'on est en train de vivre, une fin de cycle, quelque chose de vraiment compliqué, c'est la période pré-Van Gaal qui, mais là on remonte fin des années 2000, mais qui avait dû reconstruire un effectif à partir de quasiment rien. Kahn était parti, donc un gardien comme Neuer, un monument qui s'en va. Mais Mitchell, ce genre de joueur-là, était parti et il avait fallu reconstruire quelque chose à partir. Oui, il avait fallu repartir de jeunes et donc c'est là que Müller a explosé, Badstuber, qui malheureusement n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Mais faire confiance à des jeunes, ça peut être efficace, mais il faut qu'ils soient encadrés. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Donner les clés du jeu à des gamins de 20-21 ans, c'est pour les cramer. Parce qu'ils auront des moments de moins bien et au Bayern, quand on a un moment de moins bien, ça ne pardonne pas. Et ça, ce serait vraiment dommage pour eux. Et puis même au niveau des organismes, on voit que les très jeunes joueurs, qu'en fait c'est des risques énormes de les faire jouer, de les faire enchaîner trop. Bon, je pense à Pedri, à Gavi qui se fait les ligaments croisés, Florian Wirtz qui se fait les ligaments croisés. Et je pense que c'est des risques énormes. Et c'est pour ça que la gestion de Musiala, en fait, elle a encore été bien effectuée au Bayern par rapport à d'autres cas dans d'autres grands clubs. En fait, le Bayern a bien géré ça. Et je pense que c'est important d'avoir cette gestion, de ne pas donner complètement les clés du camion, si je puis dire, à ce genre de joueurs. Avoir un mix, un mélange entre des joueurs vraiment expérimentés
qui peuvent encadrer les jeunes, mais en même temps donner leur chance aux jeunes. Et c'est difficile de trouver je pense même qu'avec Musiala, il a de la chance qu'il joue en Allemagne parce qu'il n'y a pas trop de matchs comme en Angleterre, par exemple. Tous les 3 jours, tu as des matchs, tu as Boxing Day, tu as ceci, tu as cela. Je pense qu'il a de la chance qu'il joue en Bundesliga et qu'il y a une trêve en hiver où il y a une pause de 2-3 semaines, il peut se reposer et tout. Il y a beaucoup de chance quand même parce qu'un Musiala qui joue en Première Ligue, je pense que ça pourrait être dangereux pour lui. Donc, de ce côté-là, je suis d'accord. Oui. Messieurs, on arrive parfaitement à la fin de cette émission. Et donc, ce que je voulais, tout simplement pour terminer, c'était avoir vos points de vue sur qu'est-ce que le Bayern pourrait faire de bien, de positif, quel type de joueur il pourrait mettre en avant, qu'est-ce que vous attendez de ce Bayern d'ici la fin de saison, une saison qui va être un petit peu en roue libre, si je peux m'exprimer comme ça. Qu'est-ce que toi, Aaron, quand tu penses au Bayern, tu veux d'ici la fin de saison pour repartir sur des bonnes bases? Je dirais essayer d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Je pense que c'est pas impossible. Le Bayern a les joueurs pour. Et ça serait bien de terminer sur cette note-là. Ok, la finale de la Champions, Gauthier? Moi, j'y crois pas plus que ça. J'ai peur que si on tombe sur un vrai gros calibre, ça passera pas. Maintenant, le tirage au sort peut toujours faire que... Et déjà, il faut sortir la Lazio, parce que... Oui, on rappelle, cette émission est tournée avant la Lazio. Parce qu'à Munich, ils sont capables de gagner 7-0, comme ils sont capables de passer à côté de leur match, comme ils l'ont fait un paquet de fois cette saison. Mais je pense que si on est éliminé relativement tôt en Ligue des Champions, donner de la confiance à Matistel, donner de la confiance à Musiala, donner de la confiance à tous ces jeunes-là qui sont l'avenir du club et qui vont porter l'équipe dans les années à venir. Moi, je pense que c'est cet homme dont tu viens de parler, Matistel, qui sera véritablement la clé de la saison prochaine, qui a été incroyable et qui est un joueur qui, à chaque fois qu'il entre, est absolument fantastique. Sylvain, je te donne le mot de la fin, du coup, le signe, je dirais, pour le futur du Bayern que tu veux voir advenir. Ouais, moi je pense effectivement continuer à donner du temps de jeu aux jeunes et peut-être même encore plus. Je trouve qu'on n'a pas encore assez vu Saragossa, même s'il a besoin d'un temps d'adaptation, etc. Il est arrivé, il a chopé la grippe directement. Mais un Pavlovic au milieu de terrain... C'est dur de s'adapter quand tu viens de Grenade. Ouais, c'est différent. Et puis un Pavlovic au milieu de terrain, je pense qu'il apporte des choses vraiment très intéressantes. Sûr, et pour moi, je dis pas qu'il doit être titulaire indiscutable, mais il doit continuer à avoir beaucoup de temps de jeu et c'est hyper important pour son développement. Mais en plus, ça pourrait l'amener vers l'Euro, ce serait vraiment génial qu'il puisse... Il n'a toujours pas fait son choix d'ailleurs. Il privilégie quand même l'Allemagne et je trouve qu'il serait dommage si l'Allemagne ne l'appelle pas, alors que le milieu de terrain de l'Allemagne, Kroos est revenu, etc. Mais c'est quand même un chantier. De la même manière que le milieu de terrain du Bayern, en fait, on y revient, mais le milieu de terrain du Bayern, ce sera aussi un des chantiers. Et donc, construire avec Pavlovic, c'est peut-être au moins, il y a une certaine assurance au milieu de terrain. Lui, il sera là, lui, il est là pour l'avenir. Les autres, on ne sait pas. Mais on a déjà 2 beaux noms, Pavlovic et Matistel, pour terminer l'émission. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un véritable bonheur, en tout cas, de parler du Bayern avec vous. Vous êtes, comme d'habitude, les bienvenus. À chaque fois que vous voulez revenir, vous m'envoyez un petit message, vous m'appelez, vous êtes là. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous, comme d'habitude, d'avoir suivi cet épisode spécial Bayern Munich du Noyau Dur. On espère qu'on a été complet, exhaustif pour tous les supporters qui vont nous regarder. On espère qu'ils seront nombreux. N'oubliez pas le like, comme d'habitude, et puis les commentaires. Évidemment, on vous lit avec grand plaisir. On se retrouve très rapidement dans le Noyau Dur. Salut!